Dans son atelier, Paul tenait le tissu comme on tient un rêve. Ses doigts, habitués à la précision, pliaient l'étoffe avec une assurance tranquille. Il n'était plus le jeune homme venu d'un village où les jours se traînaient sans fin. Ici, dans cette ville pleine de bruit et de vie, il s'était fait un nom. Ses tenues, taillées avec soin, habillaient les mariages, les fêtes, les moments importants. Les gens venaient le voir non seulement pour un vêtement, mais parce qu'il savait donner forme aux espoirs. À presque 30 ans, Paul avait tout. Le respect, la réussite et surtout Marie. Elle était entrée un jour pour une robe simple. Fille d'un commerçant aisé, elle avait cette lumière calme qui attire sans effort. Leurs regards s'étaient croisés et depuis, ils ne se quittaient plus. Ils parlaient d'avenir, de maison, de promesses. Leur mariage approchait et Paul, pour la première fois, croyait vraiment au bonheur. Pourtant, dans l'ombre du quartier, certains ne supportaient pas de le voir briller ainsi. André, le tenancier du bar animé où l'on se retrouvait après le travail, servait ses verres avec un sourire forcé quand Marie passait. À ses côtés, Jacques, Bernard et Louis, des habitués envieux, coincés dans leur routine stagnante, échangeaient des murmures. « Regardez-le, ce provincial qui se prend pour un roi », disait-il, les mots aiguisés comme des aiguilles. Dans ces moments de plénitude, on oublie parfois que le tissu le plus solide peut cacher des fils qui se défont. Mais pour l'instant, Paul ne voit que la beauté devant lui. André se tenait derrière son comptoir, servant des verres aux habitués tout en ruminant une amertume qui grandissait depuis l'arrivée de Paul dans le quartier. Ce bar, niché au cœur de la ville où se croisaient commerçants et artisans, était son domaine, un lieu où les nouvelles circulaient aussi vite que les boissons. Mais André, amoureux de Marie depuis des années, ne pouvait supporter de la voir au bras de cet outsider qui avait tout conquis si rapidement. Paul, avec son atelier florissant, représentait tout ce qu'André n'avait pas. La réussite sociale, l'amour réciproque, une vie en ascension. Il n'était pas seul dans sa frustration. Jacques, un marchand dont les affaires périclitaient face à la concurrence croissante, rejoignait souvent André après la fermeture du marché. Bernard, un autre artisan dont les clients migraient vers l'atelier de Paul, apportait sa propre rancœur, ses outils rangés avec un peu plus de colère chaque soir. Et Louis, un oisif du quartier qui vivait de petits boulots, se greffait à eux par opportunisme, toujours prêt à attiser les flammes pour un peu d'excitation. Ces derniers mois, la ville bruissait de tensions politiques latentes, des murmures sur des factions rivales qui s'opposaient au pouvoir en place, des rumeurs de complots contre les autorités locales, dans cette période de transition instable où les allégeances étaient scrutées et les dénonciations récompensées. C'était un climat où une accusation bien placée pouvait ruiner une vie sans preuve solide, surtout pour un provincial comme Paul, perçu comme un étranger par certains. Un soir, alors que le bar se vidait, André réunit le groupe autour d'une table éclairée par une lampe faiblarde. « Paul s'élève trop vite », lança-t-il d'une voix basse, les yeux fixés sur la rue déserte. « Il prend ce qui nous revient, les clients, Marie, tout. Et avec ces rumeurs de dissidents qui circulent, pourquoi ne pas tourner ça à notre avantage ?» Jacques hocha la tête, voyant une chance de se venger de ses pertes commerciales. « Accusons-le d'être un traître, un allié de ces factions opposées », proposa-t-il. « Les autorités sont sur les dents, une lettre anonyme suffira à le faire disparaître. » Bernard et Louis acquiescèrent, l'idée prenant forme comme un poison lent. Le complot était scellé cette nuit-là, forgé dans l'ombre de la jalousie et nourri par le chaos ambiant. Dehors, la ville dormait, ignorant que ces murmures allaient bientôt briser une vie en pleine lumière. 2 jours avant le mariage, l'atelier de Paul bourdonnait encore d'activité, avec les tissus pour la cérémonie étalés comme une promesse de joie imminente. Les invitations avaient circulé dans le quartier et les amis parlaient déjà des danses et des rires qui animeraient la fête. Paul, concentré sur une dernière retouche, n'avait aucune idée de la lettre anonyme déposée la veille au soir chez les autorités. Une dénonciation rédigée par André et ses complices, le peignant comme un allié des dissidents qui agitaient la ville. Le matin suivant, alors qu'il ajustait un ourlet pour un client régulier, des gardes surgirent sans avertissement. « Paul, vous êtes en état d'arrestation pour trahison », déclara le chef d'une voix implacable, brandissant un mandat hâtif. Les outils glissèrent des mains de Paul, son expression virant à la stupeur. « Trahison ? C'est absurde, je suis tailleur, pas un conspirateur !» s'exclama-t-il. Mais les gardes l'ignorèrent, le saisissant par les bras et le traînant vers la sortie. Les voisins s'attroupèrent, murmures et regards curieux fusant de toutes parts.
Marie, prévenue par une voisine affolée, arriva en courant pour le voir emmener, les chaînes cliquetant déjà. « Paul, attendez, il y a une erreur !» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Mais on l'écarta fermement, la laissant seule au milieu de la rue. De son bar, André observa la scène avec satisfaction contenue, tandis que Jacques, Bernard et Louis, mêlés à la foule, se fondirent dans l'anonymat, leur plan exécuté sans accroc. Paul fut conduit directement dans une cellule étroite au poste, sans interrogatoire immédiat ni chance de se défendre, le système prompt à enfermer dans ces temps troublés. Son monde s'était effondré en un clin d'œil, laissant Marie dévastée et le quartier en émoi devant cette chute brutale. Qu'allait-il advenir de lui dans l'obscurité qui l'attendait ? Jeté dans une cellule humide et petite, éclairée seulement par un mince rayon de lumière à travers une grille haute, il passa les premiers jours dans un nuage de désespoir et de colère. Les gardes, sans pitié, ne lui donnaient que des repas basiques, du pain sec, de l'eau trouble, et ignoraient ses questions. Trahison, avait-on répété lors de son arrivée, mais sans plus d'explication ni de jugement. Dans cette période de changement instable, les prisons étaient pleines d'hommes comme lui, accusés sur de simples soupçons, oubliés en attendant un procès qui tardait. Les mois se transformèrent en années. 7 en tout, marqués par une solitude pesante. Paul, autrefois plein d'énergie, devint une ombre de lui-même, le corps amaigri par le manque d'activité, l'esprit tourmenté par les souvenirs de Marie et de son atelier perdu. Il apprit à endurer les nuits froides, les maladies qui traînaient et les voix des autres prisonniers qui passaient à travers les murs. Mais dans cette noirceur, un peu de réconfort apparut avec Père Étienne, un vieil homme instruit, enfermé à vie dans la cellule d'à côté pour des raisons qu'il gardait pour lui, peut-être des affaires politiques d'une autre époque. Au fil des discussions murmurées à travers une petite ouverture dans le mur, une amitié se forma. Père Étienne, avec sa voix calme et ses yeux vifs, devint un guide inattendu. Il apprit à Paul des leçons de patience et de stratégie en partageant des histoires de voyages passés, de commerces lointains et de réflexions sur la force intérieure. « La fortune n'est pas seulement de l'or, disait-il souvent, c'est le savoir qui te libère. » Petit à petit, il révéla des secrets plus concrets, des caches d'une grande richesse accumulée au long d'une vie d'échange à travers l'Afrique et ailleurs, cachés dans des endroits sûrs que seul un proche pouvait trouver. Paul, accroché à ses paroles comme à une bouée de sauvetage, absorba tout, transformant sa captivité en une dure école de vie. Au fil des années, la santé de Père Étienne s'affaiblit peu à peu dans la cellule voisine. Ses discussions avec Paul devinrent moins fréquentes, mais plus profondes, comme s'il pressentait la fin. Un soir, après une toux qui l'avait fatigué toute la journée, il murmura à travers l'ouverture « Paul, mon ami, écoute attentivement. Je n'ai plus beaucoup de temps. Toute ma vie, j'ai bâti une fortune grâce à des commerces à travers l'Afrique et ailleurs. Cet argent est caché en plusieurs endroits sécurisés, des banques cachées, des coffres enfouis, des contacts de confiance. Je te lègue tout cela. Voici les détails, les noms, les lieux, les codes pour y accéder. » Paul mémorisa chaque mot, les gravant dans sa tête comme une carte au trésor. Père Étienne s'éteignit calmement quelques jours plus tard, laissant Paul seul avec ce secret lourd mais plein d'espoir. Peu après, un grand changement politique traversa la région, un nouveau pouvoir qui accorda une libération à de nombreux prisonniers comme lui, arrêtés à tort pendant les troubles d'avant. Les portes de la forteresse s'ouvrirent enfin pour Paul, après 7 années de captivité. Libre mais transformé pour toujours, il s'en alla sans bruit, en suivant les indications de son guide. En quelques mois, Paul récupéra la fortune, des sommes énormes réparties dans des villes et des villages, sous forme d'or, de biens et de comptes secrets. D'un seul coup, il devint un homme riche au-delà de ce qu'on peut imaginer, avec les moyens de refaire sa vie ou de se venger. Mais cette richesse ne faisait pas disparaître les blessures. Elle n'était qu'un outil dans ses mains encore tremblantes de colère retenue. Paul revint dans la ville sous un nouveau nom, Victor Moreau. Les années en prison l'avaient transformé. Une barbe grise cachait ses traits, et son regard, autrefois lumineux, portait maintenant les marques d'une douleur profonde. Il se glissa dans les rues familières comme un fantôme, évitant les regards, le cœur serré par l'appréhension. Son premier objectif était clair, savoir ce qu'était devenue Marie, la femme qui avait illuminé sa vie, celle pour qui il avait tout sacrifié.
Il commença par rôder près de l'ancien atelier, maintenant occupé par un autre tailleur. Assis sur un banc en face, il observa les passants, espérant capter un murmure, un indice. C'est là qu'une vieille voisine, qu'il reconnut vaguement, s'approcha pour s'asseoir. Elle ne le reconnut pas, bien sûr, mais Victor engagea la conversation avec prudence, feignant d'être un voyageur curieux. « Dites-moi, madame, que s'est-il passé avec ce tailleur qui travailla ici autrefois ? Paul, je crois, et sa fiancée, Marie ?» La femme soupira, les yeux embués par un souvenir triste. « Ah, pauvre Marie, elle l'a attendu des mois, convaincue de son innocence. Elle criait à tous que c'était une erreur, une calomnie. Mais les rumeurs, la pression de sa famille, elle a fini par épouser André, l'aubergiste, pensant peut-être trouver un peu de stabilité. Mais son cœur n'y était pas. Elle dépérissait jour après jour, rongée par le chagrin. Une maladie l'a emportée, il y a des années maintenant. On dit qu'elle murmurait le nom de Paul sur son lit de mort, comme si elle l'appelait encore. Les mots frappèrent Victor comme un poignard en plein cœur. Il sentit une vague de souvenirs l'envahir. Les rires partagés dans l'atelier, les promenades main dans la main au marché, les promesses chuchotées sous les étoiles. Marie, si vivante, si pleine d'espoir, morte de chagrin, trahie par ceux qui l'entouraient. Des larmes montèrent à ses yeux qu'il ravala avec effort, mais son corps tremblait d'une douleur qu'il n'avait pas anticipée. Comment avait-elle pu souffrir ainsi, seule, pendant qu'il pourrissait en cellule ? L'idée qu'elle avait cru en lui jusqu'au bout, qu'elle avait peut-être attendu un miracle qui n'était jamais venu, le brisait intérieurement. Il serra les poings, imaginant ses derniers instants, son regard perdu cherchant un visage absent. Cette perte n'était pas seulement une nouvelle, c'était une plaie ouverte, un vide qui hurlait en lui. Mais au milieu de cette peine écrasante, la rage revint, plus forte. André avait profité de tout. Il avait épousé Marie et utilisé la richesse de sa famille aisée pour agrandir son bar, qui était maintenant un lieu prospère, rempli de rires et de clients importants. Avec sa fortune, Victor engagea discrètement des informateurs, des gens du quartier payés pour fouiller dans les vieux ragots et les archives locales, et confirma ses soupçons sur les autres traîtres. Victor apprit aussi que Jacques, Bernard et Louis menaient des vies ordinaires, sans regret visible. Jacques avec ses petites affaires, Bernard toujours à son établi, Louis traînant sans but. Voir leurs existences paisibles, construites sur sa ruine, transforma son chagrin en une détermination froide. Assis seul dans une chambre modeste, Victor étala une feuille devant lui et commença à esquisser son plan de vengeance, précis et impitoyable. Chaque traître paierait, d'une façon qui les rongerait comme le chagrin avait rongé Marie. Pourtant, au fond de son âme, des questions le hantaient. Cette revanche effacerait-elle la perte ou le consumerait-elle comme un feu ? Pour l'instant, il se concentra, le cœur déchiré entre tristesse et fureur, prêt à agir. Victor Moreau, avec sa fortune en poche, se mit à l'œuvre sans attendre. Il avait passé des nuits entières à affiner son plan, calculant chaque mouvement comme un artisan taillant un tissu précieux. Le premier sur la liste était Bernard, l'un des complices qui avait signé la dénonciation fatale. Bernard vivait toujours dans le quartier, travaillant comme artisan dans un petit atelier isolé, loin des regards. Il menait une vie simple, sans soupçonner que son passé le rattrapait. Victor l'observa pendant des jours, notant ses habitudes, le chemin qu'il prenait pour rentrer chez lui le soir, les moments où il était seul. Une nuit sombre, alors que Bernard marchait dans une ruelle étroite après avoir fermé son atelier, Victor surgit de l'ombre. D'un geste rapide et précis, il frappa, un couteau planté dans le cœur, sans un mot, sans une hésitation. Bernard s'effondra, les yeux écarquillés de surprise, sans même avoir le temps de crier. Victor trempa alors un doigt dans le sang encore chaud de la victime et traça un numéro sur son front. 1. C'était un message clair pour les autres. La vengeance avait commencé et ils étaient les prochains. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Bernard, trouvé mort dans la ruelle, avec cette marque étrange tracée en sang sur son front. Les gens murmuraient, effrayés. Un meurtre calculé, pas un vol banal. André, en apprenant la mort de son ancien complice, sentit un frisson le traverser. Assis dans son bar prospère, il se rappela leur complot d'autrefois, mais chassa l'idée.
Une coïncidence, sûrement. Jacques et Louis, eux aussi, entendirent la rumeur. Jacques, occupé dans ses affaires, haussa les épaules. Louis, toujours oisif, rit nerveusement. Pourtant, un doute s'installa, subtil comme un poison. Et si ce numéro signifiait quelque chose? Et si quelqu'un savait? Victor, de son côté, observait de loin, caché dans l'anonymat. Ce premier acte ne lui apporta pas la paix espérée. Au contraire, il raviva les souvenirs de Marie et de sa propre souffrance. Mais il ne pouvait plus reculer. La tension montait dans le quartier et les traîtres restants, sans le savoir encore, sentaient l'ombre s'allonger sur eux. La peur s'était installée comme un nuage sombre sur les traîtres survivants. André passait ses journées à scruter les clients de son bar, se demandant si l'un d'eux n'était pas un espion. Jacques verrouillait ses portes plus tôt et Louis, le plus nerveux, évitait les ruelles sombres. Le numéro 1 tracé en sang sur le front de Bernard hantait leur nuit, un avertissement qu'il n'osait pas formuler à voix haute. Victor, impassible, passa à la deuxième étape. Louis était la cible suivante, cet oisif qui avait ri du complot sans y penser deux fois. Victor l'avait observé, Louis fréquentait un petit marché où il achetait son thé quotidien chez le même vendeur. Avec sa fortune, Victor engagea un intermédiaire discret pour remplacer le thé par une mixture empoisonnée. Un poison lent, indétectable, acheté au noir dans une ville voisine. Louis but sa tasse comme d'habitude, sans se douter de rien. Quelques jours plus tard, il s'effondra chez lui, terrassé par des douleurs atroces. Avant de mourir, il murmura des mots incohérents sur une trahison ancienne, mais personne ne comprit. Victor, qui avait surveillé la maison de loin pour confirmer l'effet du poison, s'infiltra discrètement après la mort et glissa un papier marqué d'un 2 dans la main crispée de Louis, un indice laissé pour que les autorités ou les voisins le découvrent lors de l'enquête. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Louis, trouvé mort chez lui, avec ce papier étrange marqué 2 serré dans sa main. Les gens murmuraient, effrayés, un meurtre déguisé en maladie, pas un accident banal. André et Jacques, apprenant la nouvelle, se réunirent en secret. « C'est lié à nous », murmura Jacques, le visage pâle. André hocha la tête, le remords commençant à le ronger. Des images de Paul innocent, de Marie effondrée, revenaient le tourmenter. Poussé par cette paranoïa grandissante, André décida de ne pas rester passif. Avec les derniers bénéfices de son bar, il engagea un enquêteur privé du quartier, un homme discret connu pour fouiller les secrets locaux afin de creuser sur ces morts suspectes. Victor n'en avait pas fini. Il visa ensuite le fils d'André, un jeune homme impliqué dans des affaires douteuses. Avec son argent, Victor fabriqua des preuves falsifiées et les fit parvenir aux autorités, accusant le fils de vol et de fraude. Le jeune homme fut arrêté en pleine rue, traîné en prison sans appel. André, dévasté, vit sa famille brisée, ses nuits hantées par les cris de son fils. Pour achever la ruine, Victor orchestra l'incendie du bar. Une nuit, il paya un vagabond pour verser de l'huile et allumer le feu. Les flammes dévorèrent l'établissement en quelques heures, réduisant en cendres le lieu prospère bâti sur la richesse de la famille de Marie. André, ruiné et seul, erra parmi les décombres, les larmes aux yeux, sentant pour la première fois le poids de sa trahison. Jacques, le dernier complice, savait qu'il était le suivant, tandis que Victor, observant de loin, sentait un vide s'agrandir en lui. Ses actes, au lieu de guérir ses blessures, ravivaient le chagrin de Marie et le laissaient questionner si cette voie le menait vraiment à la paix. André errait maintenant comme un fantôme dans la ville. Son bar réduit en cendres, son fils en prison et son esprit brisé par le poids des regrets. Il passait ses jours à interroger des connaissances, à supplier son enquêteur pour des réponses, convaincu que ses malheurs étaient liés à son passé. « C'est Paul », murmura-t-il un soir à Jacques, le dernier complice survivant. Jacques, terrifié, secoua la tête. « Paul est mort ou disparu. C'est la malchance, rien de plus. » Mais au fond d'eux, ils savaient. Les numéros 1 et 2 n'étaient pas des coïncidences. Victor décida alors de frapper le coup final contre André, le moteur de toute cette trahison. Il engagea un serviteur discret, un homme qui travaillait occasionnellement chez André, pour l'assassiner. Une nuit, alors qu'André rentrait chez lui, épuisé et seul, le serviteur surgit dans l'ombre et le poignarda sans un bruit. André s'effondra, ses derniers mots un murmure inachevé. « Pardon ».
Marie. Victor, observant de loin, traça lui-même un 3 en sang sur son front, le signe ultime pour Jacques. La nouvelle de la mort d'André accentua la panique dans le quartier. Jacques, maintenant seul, fut consumé par la peur. Il reprit l'enquêteur engagé par André, fouillant les vieux secrets et interrogeant des témoins du complot initial. Bientôt, des indices pointèrent vers un homme riche et mystérieux nommé Victor Moreau. Des rumeurs de transactions suspectes, de mouvements discrets. Jacques le traqua sans relâche, déterminé à mettre fin à cette ombre qui les avait tous engloutis. Victor, averti par ses propres informateurs qui surveillaient les survivants depuis son retour, savait que Jacques approchait. Au lieu de fuir, il choisit un lieu symbolique, l'arbre sous lequel il avait promis l'éternité à Marie, un endroit de mémoire paisible au bord de la ville. Là, il attendit, une lettre scellée dans sa poche, des preuves complètes de la trahison initiale déjà en route vers les autorités, avec une copie pour l'enquêteur. Jacques surgit enfin, couteau à la main, le visage tordu par la peur et la rage. « Je sais qui tu es, Paul », cracha-t-il. Victor ne bougea pas, le regardant avec une pitié inattendue. « La jalousie nous a tous détruits, Jacques. Marie, elle méritait mieux que cette haine. » Jacques, rendu fou par ces mots, frappa sans réfléchir, poignardant Victor au cœur. Victor s'effondra, un sourire amer aux lèvres, murmurant « C'est fini, tout a été vu ». Derrière les arbres, l'enquêteur et des gardes apparurent, témoins du crime, piégés par le plan final de Victor. Jacques fut arrêté sur place, l'épreuve de Victor scellant son sort, prison à vie. Des années plus tard, hanté par la prison, il confessa toute l'histoire à un prêtre errant sur son lit de mort, la trahison initiale, la vengeance implacable et comment tout avait commencé par une simple jalousie. Le prêtre, choqué, nota les détails et les transmit aux autorités, bouclant ainsi le cercle de cette sombre affaire.